Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand n'est pas là, donc je vous fais une revue d'actualité à la sauce Francis Gosselin. En quelques mots, le taux de chômage a été dévoilé dans la dernière semaine, est en augmentation au Canada, au Québec. Un peu inquiétant, en fait, le taux de chômage a augmenté plus rapidement au Québec que dans la moyenne du pays. Il y a beaucoup d'emplois qui ont été perdus. On parle de 18 000 emplois perdus au Québec, alors qu'au Canada, c'est plutôt stagnant. C'est quand même surprenant, surtout quand on voit les chiffres aux États-Unis là, où il se crée mois après mois des centaines de milliers d'emplois et où on dépasse constamment les pronostics. Clairement, là, l'économie canadienne, l'économie québécoise souffre actuellement. On est vraiment dans une période là, un peu plate en matière de croissance économique. Autre élément qui a attiré mon attention, évidemment, vous l'avez certainement vu ou entendu parler, Stéphane Huot, qui est un investisseur, entrepreneur, là, un petit peu particulier, on va dire, de la région de Québec, celui qui avait pris l'argent des millionnaires de Québec, finalement choisi de se placer sous la protection de la loi de la faillite du point de vue personnel. Et moi, ce qui me flabbergaste en bon français là-dedans, c'est que la faillite est pour 463 millions de dollars personnels, là, pas liés à des affaires d'entreprise. C'était des dettes qu'il avait contractées lui-même. S'il y a des institutions financières qui veulent me prêter 463 millions de dollars, je peux laisser mon numéro de téléphone dans les notes du show à la fin de l'émission. 8 ans après les faits, 2016, oui, c'était les Panama Papers. Vous vous rappellerez, c'était une fuite de données de 2,7 terabits. C'était la plus grosse fuite de données qu'il y avait eu à l'époque. Depuis, il y a eu les Pandora Papers, puis les Paradise Papers. Bref, 2016, un cabinet du Panama, donc Mossack Fonseca, se voit là, dérobé de ces données confidentielles, mais essentiellement, ce sont des données qui montrent de la fraude fiscale, des détournements, du blanchiment d'argent, des pots de vin, des entreprises brésiliennes, islandaises, ukrainiennes qui sont mentionnées là-dedans. Et bien, 8 ans après les faits, le procès débute enfin. Messieurs Mossack et Fonseca sont nommés avec 25 autres accusés. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, personnellement, c'est pas parce que ça fait longtemps que je suis moins intéressé par la chose. Évidemment, tristement, on peut aussi constater qu'en 8 ans, il y a peu de travail et d'avancement qui a été fait dans la lutte aux paradis fiscaux et au blanchiment d'argent. Donc, ça reste là, une question pleine et entière. Bizarrement, ça soulève pas les foules. Hein. Il n'y a pas grand monde qui sort dans la rue avec des pancartes là, pour dire fin aux paradis fiscaux, nous voulons changer de gouvernement pour ça. Ça touche pas les gens directement, mais ce sont des milliards de dollars qui sont perdus et donc ultimement qu'on perçoit autrement en taxes et en impôts auprès des citoyens. La directrice des finances de la RBC, la CFO, comme on dit en bon français, a été licenciée dans la dernière semaine. Nadine Anne, qui avait quand même un poste hyper privilégié, là, j'ai pas réussi à trouver son salaire, mais c'était certainement dans les 7 chiffres, là, on parle de plus d'1 million de dollars, a été licenciée pour une drôle d'affaire. Elle a eu une relation avec un ou une collègue, là, j'ai pas trouvé ni le sexe, ni le genre, ni le nom de cette personne-là, ce qui en soi n'est pas un problème, on peut dater une personne au bureau, mais elle ne l'a pas dévoilé, ce qui est comme une première erreur stratégique de la part là, de quelqu'un aussi haut placé dans la plus grande banque canadienne. Donc, elle n'a pas dévoilé cette relation, mais en plus de ça, elle aurait donné une promotion à cette personne-là qui était dans ses équipes et elle aurait eu un avis, là, exprimé un avis sur sa rémunération, sa compensation, sa bonification. Donc là, clairement, dans les banques, de ne pas dévoiler une relation, c'est une chose, mais de faire avantager quelqu'un avec cette relation-là, c'est complètement inacceptable. Elle a perdu son emploi et la personne en cause a aussi perdu son emploi dans la foulée. Donc, je ne sais pas si elle va se retrouver une job dans les millions de dollars, mais à mon avis, elle est bonne pour aller flipper des boulettes chez McDonald's. Presque terminé, les amis. On a observé au premier trimestre un effondrement des livraisons de Boeing. Il faut dire qu'après là, la chute des portes là, dans l'avion, des roues qui s'effondrent dans des parkings, etc., l'avionneur américain a eu de la difficulté. Déjà, depuis quelques années, on observait la tendance, le Boeing et Airbus. Le Airbus, en 2023,
2021, avait livré 735 avions contre 528 pour Boeing. L'année suivante, 663 pour Airbus contre 480 pour Boeing. Mais là, au premier trimestre, ils ont livré moins de 100 avions Boeing, donc 83. Ça se compare aux 130 de l'année dernière. Donc là, on est vraiment là, dans une période très difficile pour Boeing. J'en ai parlé avec Mario Dumont plus tôt cette semaine et je lui disais, je pense que Boeing, évidemment, a un petit examen de conscience à faire et forcément va devoir surinvestir dans la qualité et la supervision là, de ces chaînes d'assemblage, ce qui veut dire qu'ils risquent de faire moins de profit, je pense, dans les prochaines années. Donc, ça va être à suivre. Et je termine avec Lion Électrique, un joyau de l'électrification des transports québécois dans lequel l'État québécois, Investissement Québec, plusieurs organismes locaux ont investi. Lion Électrique, là, encore une fois, qui essaie de mener la charge dans l'électrification des bus scolaires principalement. On a appris cette semaine que ces 200 quelques employés de l'usine de Saint-Jérôme avaient déposé une demande d'accréditation syndicale au tribunal administratif du travail. En soi, c'est pas une mauvaise chose. Go les syndicats, mais c'est certain qu'à ce moment charnière de son existence, de perdre la flexibilité et de la latitude dans l'assignation du travail, ça risque d'être un coup dur pour l'entreprise québécoise. Et donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Évidemment, le prix de l'action a chuté assez rapidement là, depuis. C'est pas bien perçu par le marché là, que cette tentative de formalisation des rapports de travail. C'était la revue de l'actualité. Stay tuned pour plein d'autres créneaux super intéressants à l'émission d'aujourd'hui. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. C'est une décision historique aux États-Unis qui a fait beaucoup couler d'encre, oui, effectivement. Là, une décision, pas une décision, une entente hors cours, finalement, là, qui est survenue entre 5 plaignants, leurs avocats, et l'Association nationale des courtiers, le National Association of Realtors, qui a accepté de payer là, des centaines de millions en pénalité, essentiellement concernant la fixation, là, on pourrait dire, de la rétribution, là, de la rémunération des courtiers immobiliers. J'ai écrit un article là-dessus il y a quelques temps dans le Journal de Montréal et évidemment, comme chaque fois, je l'ai mis sur les médias sociaux. Et quelqu'un que je ne connaissais pas, Pascal Laflamme, m'a écrit là, pour me partager certains éléments là, qui étaient très intéressants. Pascal, qui est directeur général adjoint, chef de l'exploitation et de l'expérience client chez Espace Proprio, comme une filiale de Desjardins, je crois. C'est une initiative de Desjardins. On est propriété de Desjardins, mais on est en marge. En marge de Desjardins, comme une start-up interne. Oui, exactement. Bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Avant, on va revenir à Espace Proprio. Je veux savoir ce que c'est et comment ça fonctionne. Mais avant, je voulais revenir sur le commentaire là, ce qu'on a échangé sur LinkedIn, je pense. Oui, exact. Tu as fondé en 2020, on a fait juin en 2020. Là, j'ai joint... Purple Bricks, donc qui est une initiative. Puis là, tu me racontais que c'était une affaire anglaise. Raconte-moi un petit peu les circonstances. Qu'est-ce que c'était Purple Bricks? Comment ça fonctionnait? En fait, Purple Bricks, c'est une entreprise de courtage immobilier à escompte qui était basée en Angleterre avec des visées mondiales. Donc, ils ont fait l'acquisition en 2018 du Proprio et de Comfree à l'époque, qui était le pendant du service au niveau du Canada anglais. Et Comfree, à cette époque-là, faisait déjà du courtage immobilier. Donc, c'était un modèle un peu différent du Proprio. Et puis, ça a été renommé Purple Bricks. Et puis là, moi, je suis arrivé là parce que je cherchais à avoir un CEO à la tête de l'entreprise. Et puis, moi, j'étais là un peu par intérim. Ça me tentait pas de déménager dans la région de Toronto. Et puis, là, de fil en aiguille, Desjardins a fait l'acquisition du Proprio à l'été 2020. J'étais là, puis je suis encore là aujourd'hui. Tu parles de courtage à escompte, puis c'est un peu ce que j'écrivais dans l'article, c'est un peu ce qui m'avait interloqué dans la décision, en fait, l'entente américaine. C'est quoi du courtage à escompte? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Tu sais, d'une certaine façon, le courtage immobilier, comme on le connaît traditionnellement, je veux dire, on a les taux de pourcentage qui existent. Fait que tu vends une maison 400 000, tu payes 4-5 ça fait 16-20 plus exactement. Puis là, quand tu parles des États-Unis, c'est plus 6 C'est qu'au Canada, on va dire peut-être à 4-5 de façon générale, 5-6 aux États-Unis. Et puis, historiquement, c'est séparé entre le courtier qui représente le vendeur et le courtier qui représente l'acheteur. Ce qu'on parle là, au niveau des États-Unis, c'est que
il y a des gens qui disent, ben là, moi, si je veux acheter une maison puis je veux pas être représenté, pourquoi que je payerais la totalité? Exact. C'est un peu ça. C'est un peu la base de tout ça. Et donc, du courtage à escompte, c'est de dire, je vais quoi, offrir un meilleur taux? Ben, c'est offrir un meilleur taux, effectivement, et c'est surtout d'aller chercher plus de volume. Tu sais, on sait que les courtiers immobiliers, tu sais, je veux dire, on prend juste au Québec, il y en a 16 000. Bon, je veux dire, dans les dernières années, là, il y a moins de 100 000 transactions. Fait que je veux dire, tu fais une transaction en moyenne, une transaction par 2 mois. Fait que c'est sûr que c'est pas beaucoup. Dans le modèle de Purple Bricks, dans le modèle aussi qu'on gérait ici, on parle plutôt de courtiers qui vont faire des 30, 50, 60 transactions par année. Donc, le volume est beaucoup plus important, mais la machine derrière le courtier, parce que le courtier, c'est un entrepreneur autonome, la plupart du temps, travailleur autonome. Donc là, tu as une machine pour venir épauler le courtier pour, tu sais, les rendez-vous, c'est un après l'autre, etc. Donc, c'est une toute autre philosophie d'approche immobilière. Pour que ça soit efficace, forcément. Là, fait qu'on est moins dans l'intuitif, puis beaucoup plus dans un système de vente. À quoi ça peut ressembler le frais pour du courtage à escompte, mettons? Le frais de courtage à escompte, normalement, ça va varier dépendamment des entreprises, mais 0,5% à 1% côté vendeur. Puis côté acheteur, ben là, c'est toujours un peu, dépend si vous voulez vendre votre maison vite ou pas, parce que la réalité, parce que moi, je l'ai vécu au Canada anglais, c'est que si vous dites, je vais offrir 1% ou 1,5%, puis sur une maison d'1 million, là, fait que tu dis, c'est quand même pas... puis là, je dis 1 million à Toronto, t'as plus rien pour 1 million. Une petite bicoque. Oui, mais c'est ça devient des... le courtier acheteur va voir la rémunération sur le listing MLS, puis il va probablement essayer de convaincre son client que c'est pas la bonne maison pour lui avant même d'aller la visiter. C'est quand même particulier. Là. Je veux pas rentrer dans les enjeux de déontologie et tout ça, mais je pense qu'il y a des normes là, pour le courtage qu'en principe, tu montres à ton client les maisons qui lui conviennent. Évidemment, tu vas être payé, là, mais je veux dire, ça devrait pas impacter en principe. Là, mais dans les faits, ce que tu dis, c'est que des maisons qui offrent moins de rémunération au courtier acheteur, ils ont moins de visites, grosso modo. Tu peux souffrir. D'ailleurs, c'est Marketplace à CBC qui avait fait une émission là-dessus, caméra cachée. Puis là, tu voyais vraiment, elle voulait aller visiter la maison X, puis là, tous les courtiers disaient non, c'est pas une bonne maison, il y a des problèmes avec la fondation, etc., etc. Alors qu'ils n'en savaient rien. Là. Exact. OK, c'est quand même particulier. Donc, ça a vécu, cette proposition de valeur-là, depuis. Donc, est-ce que Purple Bricks Canada existe toujours aujourd'hui? Non, Purple Bricks a été, comme je vous dis, Purple Bricks Canada a été racheté par Desjardins. OK. On l'a rebrandé sous Fair Square à la fin 2021. OK. Et puis, en rentrant dans le marché en 2022, mais je ne sais pas si tu es au courant, mais on a augmenté le taux. La Banque du Canada a augmenté le taux directeur. Je suis un peu au courant. Je n'ai parlé 2-3 fois dans les dernières années. C'est ça. Fait que là, évidemment, là, ça a vraiment bousculé le marché. Puis nous, on était en plein lancement avec évidemment beaucoup de frais, etc. Et puis, en sachant pas qu'est-ce qui allait arriver, on a pris la décision... de cesser les opérations de Fair Square. Au Canada anglais. Au Canada anglais, puis de se concentrer sur ce qu'on avait au Québec. Qui est du proprio, donc qui appartient maintenant à Desjardins. Et donc là, je reviens à toi, puis à cet univers que j'aimerais mieux comprendre. Donc, tu es le DG adjoint d'Espace Proprio. C'est une initiative de Desjardins. Exact. On dit une genre de start-up. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? La mission d'Espace Proprio, c'est d'accompagner les propriétaires et aspirants propriétaires à réaliser leur ambition immobilière, si on veut. Okay. C'est vraiment dans un mode de protection, dans un mode de neutralité, bienveillance. C'est beaucoup dans le coopératif Desjardins. Là, c'est vraiment le mode coopératif. Puis ça vient d'une réflexion où Desjardins dit, au niveau des hypothèques, j'ai 40 % de part de marché, je veux l'assurance. C'est le plus gros joueur Desjardins au Québec. C'est le plus gros joueur. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, je peux pas... C'est difficile de croître, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider mes clients? Donc, il y a eu beaucoup de sondages qui ont été faits auprès des membres clients Desjardins. Et ce qui revenait, c'est que la propriété, c'est stressant. C'est stressant à transiger, stressant à gérer. Puis, on le sait, toi, je sais que tu as de l'expérience, fait que tu es peut-être un peu moins stressant, mais pour la plupart des gens qui vont transiger 2-3 fois dans leur vie, tu peux pas dire, hey, c'est ma 2e transaction, je suis rendu un expert. Non. Et c'est stressant. Et puis, je compare souvent ça avec un enfant, une première maison. T'as beau lire tous les livres, là. Quand on chauffe aux pets, tu sais pas qui appeler. Fait que
Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on est là pour vraiment épauler les gens. Je faisais une analogie avec un ami, mais tu sais, je vends des affaires sur Marketplace, le Facebook de temps en temps. Puis, tu sais, je comparais, mettons, avec un vendeur professionnel, puis moi, tu sais, je mets quelque chose, puis là, quand dans 24 heures, j'ai poursu comme des offres, puis quelqu'un n'est pas passé, je suis comme, là, je suis stressé, peut-être que mon prix est trop élevé, je vais le baisser. Tu sais, c'est comme, je pense que des fois, je sais pas si c'est du proprio, c'est quelque chose que vous observez, mais tu sais, j'ai l'impression que quand tu vends toi-même, t'es comme, tu sais, tu refresh la page, puis t'es comme, il n'y a pas de visite, il n'y a pas d'offre, tu sais, est-ce que mon prix est bon, est-ce que j'ai fait des bonnes photos, tu sais, alors que quand tu mets ça entre les mains d'un courtier, forcément, il ou elle en a vu d'autres. Fait que c'est une des maisons dans son portefeuille de vente, etc. Puis potentiellement que tu peux avoir un meilleur prix. Là. C'est l'idée de passer par un courtier. Mais c'est encore drôle parce qu'une maison, ça vaut le prix d'une maison. Ça vaut le prix d'une maison. Tu sais, toi, mettons, si tu es prête à acheter une propriété, payerais-tu plus cher parce que c'est représenté par un courtier versus quelqu'un qui le vend Non, lui-même? mais puis j'aimerais que tu me parles un peu du proprio, parce qu'honnêtement, c'est une plateforme que je connais de réputation. Ouais. Je vais voir des maisons là, de temps en temps. J'en ai jamais... Ah, c'est pas vrai. Mon premier condo, il y a 10-12 ans, je l'ai acheté sur du proprio, puis j'avais donc aucune expérience à l'époque dans le domaine. Puis je t'avouerais que, c'était pas stressant, mais tu sais, mettons, t'as pas la promesse d'achat standardisée, tu sais, fait que là, tu bricoles ça dans un document Word, puis t'espères que... mais là, aujourd'hui, il y a quand même des documents, il y a quand même des templates. Ça a évolué depuis 10 ans. Il y a quand même des templates qui existent. C'est sûr qu'au niveau du proprio, on accompagne le vendeur. Donc, c'est important de comprendre qu'on n'accompagne pas l'acheteur. Okay. Donc, l'acheteur, oui, il y a des outils qui sont à sa disposition. Des formulaires. Oui, exactement. Mais nous, on accompagne vraiment le vendeur avec des évaluateurs, des coachs en immobilier, des notaires, pour que le vendeur puisse faire sa transaction de façon à être confiant. Puis c'est quoi le pitch, mettons, là, je veux vendre ma maison là, demain matin, là, je me réveille, c'est moi qui fais les photos? Non, il y a un photographe qui vient chez vous. Et donc, il y a un frais? Oui, il y a un frais, effectivement. Parce que moi, du proprio, c'était comme Marketplace des maisons, mais y a-tu cette option-là encore? Il y a beaucoup de gens qui perçoivent ça, puis évidemment, d'essayer de dénigrer le modèle en disant, c'est juste un site web que vous payez pour afficher. C'est loin de ça. Mais mettons que je veux tout faire moi-même, je peux-tu faire ça sur du proprio? Non. Il y a un standard à respecter. Donc, il y a un représentant qui va chez vous, qui prend les photos, visite 3D. C'est un autre... puis vous avez accès à des professionnels de l'immobilier, comme je disais, au niveau de l'évaluation, au niveau des notaires pour avoir des conseils juridiques. C'est quand même particulier. Là. Vous pouvez appeler chez du proprio pour parler à un notaire en 2 minutes. Là. Pas de rendez-vous, rien. Ça, j'ai essayé de parler à un notaire que je connais. Oui, exact. Il ne m'a pas rappelé dans la journée. Exact. Mais, et donc, il y a un frais pour ça? C'est-tu comme, c'est différent forfait, évidemment, là, dépendamment de l'accompagnement que les gens veulent, entre 1000, je n'ai pas les prix. Non, mais ballpark. Entre 1000 et 2000, là, grosso modo. Mais rien à voir donc avec... c'est l'avantage, évidemment, c'est de vendre par soi-même puis de sauver le plus de frais possible en termes de commission. On va se reparler quand l'émission va être finie. Je blague un peu. Et donc, Espace Proprio, c'est ça. Donc, du Proprio, je pense que la plupart des Québécois connaissent le site web. Là, ça a évolué. La marque mais tu me disais qu'il y avait d'autres initiatives qui avaient été un peu comme regroupées sous cette bannière-là. Quand on parle d'aider les propriétaires, les aspirants propriétaires, c'est évidemment transactionnel, achat-vente, mais c'est également entretien, rénovation. Donc, on a Réno Assistance qui a été acheté par Desjardins également au début de 2020, qui est là-dedans pour aider les gens à faire un bon choix d'entrepreneur, obtenir des soumissions d'entrepreneurs qui sont vérifiées. Fait que mon chauffe-eau... le chauffe-eau, oui. On a un petit peu... on a un service qui s'appelle Travaux Express, qu'on vient de lancer d'ailleurs fin février. Je ne suis pas sûr que j'ai le droit d'en parler, mais c'est trop tard. Mais effectivement, donc on peut aller sur le site web dans Travaux Express, tu demandes plombier, remplacement de chauffe-eau, puis je veux dire, tu vas avoir des plombiers qui vont te faire des cotations. Dans la journée, là, rapidement. Dans plusieurs cas, là, c'est évidemment, tu veux faire ta cuisine pour 20 000 faire ta cuisine, faire une extension, construire un chalet à partir de zéro. Donc, on fait ça aussi. Donc, on accompagne les gens à choisir le bon entrepreneur général ou entrepreneur spécialisé, parce que ça peut être toiture, vêtements, drain français. Drain français. Là. Exact. On ne connaît pas nécessairement tous les paramètres. Vous, ce que vous dites, c'est que vous allez vous prévalider un peu la qualité de ces entrepreneurs-là, vous accompagner à travers le processus. Les entrepreneurs sont vérifiés en 53 points, donc on va vérifier les états financiers, le plumitif, je veux dire,
dire, non. C'est de la grosse vie. Oui, on met toutes les chances du côté de la personne d'aller un peu plus loin que la référence du beau-frère. Là. Qui paye dans un modèle comme celui-là? C'est sans frais, sans obligation pour le client. Donc, le client nous appelle, il n'y a rien. Nous, c'est l'entrepreneur qui paye les frais. Et les frais sont uniquement si l'entrepreneur remporte votre contrat. Okay. Donc, nous, c'est sûr qu'on enlève du fardeau sur le dos des entrepreneurs. Puis c'est pour ça que les entrepreneurs aiment faire affaire avec Renault Assistance. C'est que le client n'appelle pas en disant « Ah, j'ai un projet ». Ouais, OK, mais c'est quoi ton budget? Qu'est-ce que tu veux, etc. Non. Donc, nous, on l'aide à l'accompagner pour l'amener au bon niveau pour que ça soit un projet qui est soumissionnable. Puis ensuite, on peut analyser les soumissions avec le client puis parler des avantages et inconvénients de chaque entrepreneur. Puis le troisième roue du carrosse, là, ça m'a un peu surpris parce que, ultimement, puis explique-moi, mais donc, c'est un service qui permet de vous mettre en contact avec des courtiers. Oui, c'est pas un peu avec du proprio, là, vous rivalisez pas vous-même. Je suis content, Francis, que tu poses la question parce que, tu sais, historiquement, là, c'est démonisé. Tu sais, soit que t'es bleu, t'es bleu ou t'es rouge. T'sais, tu vends par toi-même ou tu vends avec un courtier. Puis le but de Desjardins dans tout ça, c'est de dire, moi, j'ai parmi mes millions de membres clients au Québec, j'ai du monde qui veulent vendre par eux-mêmes, j'ai du monde qui veulent vendre. Des bleus, puis des rouges, puis des verts, puis des jaunes. Et moi, je peux pas de préférence. Exact. Je peux pas me positionner pour un modèle plus que l'autre. Fait que moi, je me positionne de façon neutre, puis je vais aider le client à comprendre c'est quoi ses options, les avantages et inconvénients de chacune des solutions. Puis ensuite de ça, le client fera son choix. Et tu peux passer d'un à l'autre. Là. Donc, ce troisième service-là, ça s'appelle? Ça s'appelle Confia. Donc, c'est une agence immobilière avec un directeur d'agence. Qui réfère à des courtiers. Des courtiers immobiliers qui ont leur licence, donc qui peuvent parler aux clients. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va qualifier le client, bien comprendre ses besoins et le jumeler avec des courtiers qui font du sens avec le projet. Parce que bien souvent, les courtiers se spécialisent dans certaines choses. Mais si tu appelles n'importe quel courtier, j'imagine qu'il ne va pas te refuser. Il va rarement dire « appelle mon collègue ». Donc, c'est ça qu'on essaie de faire au niveau de Confia. Puis c'est tout neuf. Ça a été lancé en 2023. Puis ça va très bien. On est bien heureux. La question qui tue, là, qui n'en est pas vraiment une, mais tu sais, Desjardins, pour moi, je suis membre client, là, évidemment, mais tu sais, c'est un immense entreprise là, coopérative. Ça fait des milliards de dollars. C'est beaucoup d'actifs sous gestion. Tu dis que c'est la start-up et tout, mais tu sais, j'essaie de... Pourquoi? Ouais, ça me semble être... Ouais. Puis je veux pas... Tu sais, c'est super tout ce que vous faites, puis tu sais, je suis très admiratif, mais tu sais, dans l'ensemble, je sais pas combien de millions, tout ça, mais tu sais, ça semble être comme une petite affaire. Effectivement. C'est quoi l'intérêt de Desjardins, mettons, stratégique? Ou tu sais, c'est quoi la vision? Est-ce que ça va multiplier par 10? Ou, c'est une super bonne question. Je dirais que même si ça multiplie par 10, ça va probablement être juste une virgule dans les rapports financiers de Desjardins. D'où ma question. Je pense que c'est plus de se positionner au niveau des membres clients pour essayer de donner le plus de services possible, puis répondre aux craintes, au stress des membres et clients, tout simplement, au-delà du service financier. Donc, on accompagne au-delà du service financier. Puis là, quand ça tombe non financier, ça touche l'habitation, c'est là qu'au niveau d'Espace Proprio, on prend le relais pour essayer justement de protéger. Tu sais, je dirais, là, c'est beaucoup dans la protection. Ce faisant, donc, je reste probablement un petit peu plus fidèle à mon... Oui, c'est sûr qu'il y a une question de fidélisation, peut-être une question aussi d'attractivité. C'est tout à fait normal. Écoute, Pascal, ça a été un immense plaisir de t'accueillir à l'émission. J'ai appris plein de choses, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis je pense que les auditeurs à la maison aussi vont être sûrement en train de cliquer sur le site. Vous me direz si vous avez un gros pic de d'activité je vais te faire le message. Lors de la diffusion. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de t'accueillir. Puis on refera ça peut-être. Avec grand plaisir. Puis je veux dire, si tu as besoin de courtier immobilier, de notaire, d'évaluateur, on a plein de spécialistes, des conseillers en rénovation, on a plein de spécialistes qui peuvent répondre à tes questions. Question bonus, j'ai fait faire un devis pour des panneaux solaires sur ma maison. Vous faites où ça? C'est une bonne question. C'est niche? C'est une bonne question. C'est niche, mais j'imagine que, ça coûte quelques dollars. C'est pas donné. Pour peu de rendement. Mais écoute, l'idéaliste en moi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de l'invitation, Francis. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash.
Ceux qui me connaissent savent que quand il y a une annonce de taux directeur, c'est un peu comme mon anniversaire. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça arrive à peu près toutes les 6 semaines. Je me mets une petite note dans mon agenda le matin, puis c'est comme une journée de taux directeur. C'était cette semaine. Et évidemment, comme vous le savez, la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux à 5 plutôt que de la baisser, là, ce qui semble être l'unanimité, là, que la prochaine décision, ça va être une décision de baisse et non de hausse. Les données américaines, par contre, montrent qu'il y a une reprise assez significative de l'inflation. Fait qu'il y a beaucoup de commentateurs qui pensent qu'aux États-Unis, là, la baisse des taux, elle est remise au calendrier grec. Bref, pour en parler, un ami de l'émission, Pat Raymond, qui est un conseiller retraité en gestion de patrimoine, un chroniqueur en finances personnelles et l'animateur du podcast Financièrement parlant. Salut, Pat. Allô Francis, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. Écoute, semaine de taux directeur, comme on le sait. Dis-moi, là, de ton point de vue, est-ce que l'annonce qui a été faite mercredi par Tiff Macklem te surprend? Non, ça ne me surprend pas. Peut-être pour être honnête, il y a un mois et demi environ, j'aurais peut-être misé vers une baisse de 25 points de base. Mais dans les dernières semaines, on le voyait venir. Hein. Je pense que toi non plus, tu n'as pas été surpris d'un taux qui est resté stagnant. Non, pas très surpris. C'est vrai que presque un an, quand on y pense, là, avec la prochaine en juin, on va être pas loin d'un an avec le taux de 5 %. C'est vrai que je t'ai pas impliqué dans notre grand pool de la baisse des taux Cube Radio, là, mais j'ai pris des paris avec Mario Dumont, Alexandre Moranville-Ouellette, Isabelle Maréchal. Bref, je te révélerai pas. Je te révélerai à la fin de l'entrevue mon pari. Mais donc, ceci dit, toi, si j'avais à te demander, là, est-ce que c'est toujours envisageable, par exemple, qu'on assiste à une baisse de taux cet été? Est-ce que ton argent est encore une fois sur la prochaine ou est-ce que tu as rejoint le camp des sceptiques et des pessimistes? Pat? Non, moi, j'irais pour 0,25 en septembre, 0,25 en décembre, si la tendance se maintient, pour finir la fin de l'année avec 0,50, là, puis je pense que je pourrais être content avec ça. J'ai pas beaucoup d'attentes. Tu l'as bien dit, les États-Unis vont quand même bien au niveau de l'économie. Oui. Le Canada tire de la patte. Le Canada stagne à peu près partout. On s'en va vers une année électorale du côté US, année électorale Canada 2025. Ça risque de bouger, je crois, vers la fin de l'année, à mon avis, fin 2024. Donc, j'irai pour septembre, moi, s'il y a des gageures, si je peux embarquer dans le pool. Parfait. Comme ça, mais là, c'est commencer l'année. Je vais mettre ton petit 2 à côté de ton nom, Pat. Donc, parlons un petit peu, parce qu'évidemment, tout ça, là, c'est une discussion d'érudits là, sur le taux et les décisions des banques centrales, mais quand même, tout ça a un impact assez direct sur les ménages, sur les familles, sur les contribuables, pour les propriétaires qui sont à taux variable ou pour ceux et celles qui vont renouveler bientôt leur hypothèque sûrement dans une nouvelle ère, on pourrait dire. C'est quoi les stratégies qui sont envisageables? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce que, en tant qu'ancien conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce que tu dis aux gens autour de toi qui te posent la question? Ça, c'est assez délicat. C'est toujours la première réponse, c'est ça dépend. Par contre, le taux fixe, tu la connais bien, cette réponse. Oui, j'allais dire, tu ferais un bon économiste. Et pour tout dire, le taux fixe a quand même descendu dans les derniers mois, dernières semaines, derniers mois, parce que peut-être pour expliquer à certaines personnes et qui n'ont peut-être pas saisi que le taux fixe est en lien avec les obligations du même temps, là, les obligations 5 ans, par exemple, alors que le taux directeur influence, n'est-ce pas, influence directement le taux préférentiel. Le taux préférentiel influence directement les marges de crédit, les taux variables, les prêts personnels à tempérament, etc. Puis, ce que j'entends des fois, c'est que les gens, par exemple, leur hypothèque a monté de 300-400 $, 500 $ par mois. 300-400 en moyenne par mois. Ouais. Ce qui est beaucoup d'argent. Énormément, parce que ça, c'est de l'argent discrétionnaire, souvent qu'on a pris, puis on a mis sur la maison, puis qu'on a pu pour faire d'autres choses. Et ça peut nuire par la suite pour la suite de l'économie en général. Mais ça pour dire que, dans le fond, à la fin 2024, exemple, 50 points de base va pas vous ramener votre hypothèque de 400 de plus au point où ce que vous étiez, là. Ah ben non, ça c'est certain, oui. Il faut s'attendre que dans la prochaine année, prochains 2 ans, prochains 3 ans, l'avenir
va peut-être vous ramener votre hypothèque à 100, 150 de moins, mais définitivement, là, vous allez devoir payer plus cher votre hypothèque pour l'avenir dans les prochaines. Fait que les gens, des fois, je trouve, sont très, très enthousiastes. Ils attendent la baisse des... Ils attendent, comme si ça allait rebaisser à 2%. Là. Ouais, c'est ça. L'hypothèque ne reviendra jamais. Et tu vas être d'accord avec moi, Francis, dans les 40-50 dernières années, le taux directeur, on va y aller avec le taux fixe pour monsieur, madame, tout le monde, là, est plutôt autour de 3,5-4%, un taux fixe 5 ans. Là. Tu sais, on va y aller avec ce qui est pas mal moyenne, ce qu'il est actuellement. Là, je veux dire, j'ai vu des sur Internet, là, c'était peut-être pas pour moi, là, mais à 4,89, là, on est dans cette braquette-là actuellement déjà. Là. Tout à fait. Au niveau du taux fixe 5 ans, ce qui est assez populaire, on est près de ce qu'on a eu en moyenne sur les 40-50 dernières années. Oui, dans les années 80, bon, ça a monté beaucoup, mais ça avait descendu depuis une quinzaine d'années. On avait comme un party. Mais là, c'est fini et on est presque revenu, je ne dirais pas à la normale, mais on n'est pas tellement loin de la normale. Et certains ont réalisé qu'ils ont bénéficié d'une période de pause de taux pour des fois acquérir peut-être un petit peu trop de matériel, la maison, des prêts personnels, les cartes de crédit, etc. Les cartes de crédit, les autres, ils ont toujours été quand même assez élevées. Ouais, j'allais dire. Et là, le piège, pour revenir à la finance personnelle, le piège, je crois, c'est qu'on utilise les cartes de crédit pour sauver du temps et étirer ça un petit peu dans la consommation personnelle. Et j'ai même vu des situations où les gens vont prendre l'argent dans des avances de fonds sur la carte de crédit pour payer une partie de l'hypothèque avec la carte de crédit. Ce qui est une très mauvaise idée, je pense. On s'en va dans le mur, je crois, okay. Francis. Je veux juste, ce n'est pas quelque chose que tu proposes, Pat, mais bien quelque chose que tu dénonces. Absolument, absolument, parce que je suis inquiète quand même pour nos familles, parce que le fameux 50% d'un budget qui devrait aller à l'essentiel, ben là, il y a 50% dans bien des cas qui vont au logement, qui est essentiel soit, mais tout le reste essentiel empiète sur ce qui est désir. Et là, on touche aussi à l'épargne et à l'investissement. Quelles répercussions aurons-nous dans 3, 4, 5 ans et 10 ans? C'était ma dernière question pour toi, parce que je sais que, puis je salue au passage là, le travail que tu fais. Tu animes un groupe sur Facebook là, qui est lié à ton podcast, puis qui est très dynamique. Puis je sais que tu parles beaucoup et régulièrement là, justement de produits d'épargne, d'investissement, de placement. Le taux va rester, comme tu l'as dit, plus élevé que ce qu'on a connu dans les 10 dernières années pour un moment. Selon toi, puis de ce que tu vois autour de toi, est-ce qu'il y a des opportunités positives? Les gens qui sont malgré tout capables de prendre un petit 100, 200 $ par mois puis de le mettre de côté, c'est quoi les opportunités que ça représente, un taux directeur dans les 5% comme on le vit actuellement? Tu parles des opportunités, par exemple, d'investissement. Si les gens ont du lousse pour investir, ce qui est un peu particulier en ce moment. Et ce que je trouve plate, juste pour faire une petite parenthèse, c'est que je trouve qu'il y a un clivage qui se crée entre ceux que ça n'a rien changé, puis il y a une gang qui n'est pas capable de suivre. Puis entre les deux, notre classe moyenne s'effrite. Puis notre classe moyenne aujourd'hui, Francis, c'est quoi? C'est un individu qui gagne 70, 75, 80, 90, qui étaient nos anciens riches. C'est maintenant notre classe moyenne. Mais quand on regarde les statistiques au Québec, la moyenne de revenus à 56 000 ou 57 000, peut-être qu'on pourrait à médian autour de 60. À 60 000, Francis, on n'est même plus capable d'acheter un condo modeste là, dans les 250-300 000 avec 60 000 de revenus. Puis un budget familial, en bas de 120, en bas de 110, c'est difficile d'acquérir une première propriété dans des secteurs qui sont très en demande. Je te repose la question, Pat, à ce moment-là, disons qu'on est dans cette situation-là et donc forcément, on n'a pas les moyens tout de suite d'acheter une propriété. Qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, comme tu disais, on a un petit peu, à la fin du mois, un peu d'argent additionnel? Est-ce qu'il y a des avantages? Je veux dire, j'imagine, tu sais, on parle souvent des certificats de placement garanti ou revenus fixes, etc. Je veux dire, j'imagine qu'il y a une condition de taux élevé comme on vit actuellement, ça a aussi du bon là, pour ceux qui réussissent à épargner quand même. Ah, absolument, parce qu'il y a des produits d'épargne, bien sûr, qui vont vous donner des rendements intéressants.
on peut placer encore, bon, pour ne pas le nommer, mais on va le nommer, Épargne Placement Québec, par exemple. Tu parlais de certificat de placement garanti des 5 ans, 10 ans. J'ai vu près de 5 pour 10 ans, par exemple. On avoisine les 5 pour 5 ans. Alors ça, c'est très intéressant. Comme on dit, on va stationner notre argent pour un temps comme ça. Fait que les gens qui ont de l'argent en profitent au niveau des produits monétaires. C'est très intéressant quand même parce qu'à 5 au stade où on est rendu, on bat quand même l'inflation. Hein? On flirte avec l'inflation, mais au moins, on garde notre pouvoir d'achat. Et c'est par contre, c'est de l'argent qu'on va immobiliser et qu'on n'aura pas besoin ça, dans certain. le temps. Ouais. Et pour des opportunités sur les marchés boursiers, les marchés boursiers sont enflammés. Dans certains titres, ça va extrêmement bien. Mais où allons-nous se rendre d'ici l'été? On peut avoir des surprises. Et il y aura aussi des opportunités françaises dans les marchés boursiers, évidemment, avec la volatilité qui nous attend probablement d'ici à l'été. Et après les élections américaines qui vont nous ravigoter tout ça, je pense, cet automne. Et on aura plein de surprises. C'est vraiment excitant, là. Oui, puis c'est intéressant que tu parles du marché boursier, puis on va se laisser là-dessus, Pat, mais tu sais comme moi là, que le marché américain, notamment le S&P 500, a été largement drivé là, en bon français à la hausse par 7 titres spécifiques qui ont appelé les 7 magnifiques, le Magnificent Seven. Puis on voit déjà tranquillement certains des 7 là, qui décrochent là, de cette magnificence. Je pense à Tesla et Apple qui performent beaucoup moins que les autres. Là. Fait que là, quand ça va être les magnifiques 5 puis les magnifiques 2 puis qu'il va juste en rester une, à un moment donné, il va falloir se poser de sérieuses questions sur l'état du marché boursier. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission, Pat. C'est toujours un grand plaisir de profiter de tes lumières. Je te suis, comme tu le sais, assidûment là, sur les médias sociaux. Je te réinviterai assurément à une prochaine édition de l'émission là, pour rejaser de tout ça. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. À bientôt. Au revoir. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Un son monétaire en stéréo. Prends pas ça pour du cash. C'est une histoire un peu abracadabrante qui m'est arrivée et que j'ai relatée dans un article paru le 11 mars dernier dans le Journal de Montréal. Je me suis fait voler mon identité. Ça fait près de 2 ans que c'est arrivé, mais évidemment, entre le moment où c'est survenu puis le moment où je m'en suis rendu compte, il s'est passé du temps. Bref, j'ai constaté à un moment donné, via mon accès Internet à mon institution financière, que ma cote de crédit était très mauvaise. J'ai raconté l'histoire en long et en large. Et dans la foulée de ma mésaventure, il y a une équipe de Desjardins qui m'a contacté pour me proposer de m'accompagner et régler le tout. Petit commentaire éditorial, ce n'est toujours pas réglé, mais j'ai beaucoup plus d'espoir que j'en avais le 11 mars. J'ai le grand plaisir d'accueillir à l'émission Jean-Benoît Turcotte, qui est porte-parole du Mouvement Desjardins, rien de moins. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Francis. Ça va bien? Bien, merci de l'invitation. Ben parfait. Donc déjà, merci. Hein? Puis ça a été très agréable comme accompagnement jusqu'ici. Mais je voulais donc te parler avec toi un peu de ces agences de crédit, de ces codes de crédit et de ce que ça représente dans le panorama financier québécois. Au Québec, là, ma compréhension, c'est qu'on vit essentiellement avec 2 agences, là, Equifax et TransUnion, 2 agences américaines d'ailleurs qui s'occupent de garder les données personnelles de tous les citoyens fiscalisés. Là. Est-ce que ce sont des partenaires pour Desjardins, ces agences-là? Comment est-ce que tu les situes dans le panorama économique québécois? Ce sont des partenaires pour toutes les entreprises qui offrent du crédit à tempérament. Du crédit à tempérament, c'est quoi? C'est toutes les obligations financières que vous allez souscrire avec votre institution financière, avec un concessionnaire automobile, avec un télédiffuseur, une entreprise de télécommunication à qui vous engagez à verser une somme pour un abonnement tous les mois. Par exemple, Equifax, TransUnion, qui sont les 2 grandes compagnies, vont compiler les données de toutes les entreprises avec qui vous faites affaire et vont vous donner un score sur 900. Plus proche de 900 vous êtes, meilleure votre cote de crédit est. Et la cote de crédit, c'est là-dessus que se basent les entreprises pour voir si vous êtes un bon payeur et si vous allez respecter vos engagements financiers.
les deux institutions n'utilisent pas nécessairement les mêmes méthodologies, ce qui explique, et je dévoile ma vie privée là, en ondes, mais ce qui explique que dans mon cas, par exemple, en raison de ce vol d'identité, et bizarrement, ça a été rapporté seulement à un des deux grands bureaux, ce qui fait que chez TransUnion, là, qui est ce que je mentionnais dans l'article, j'ai une cote dans les 600, ce qui est, en tout cas, à mon avis, terrible, et chez Equifax, 845, là, selon tes chiffres, Jean-Benoît, c'est plutôt exceptionnel. Je lisais un rapport de Consumer Reports qui évoquait que 34% des dossiers de crédit comportaient des erreurs. Comment est-ce qu'on explique que des entreprises dont c'est le travail de concilier des données autant fiables que possible aient un aussi grand taux d'erreur dans les dossiers de leurs clients? Ce que vont faire Equifax et TransUnion, c'est vraiment compiler les données qu'elles reçoivent de toutes les entreprises qui font affaire avec eux. Donc, eux, ils n'inventent pas de données, ils prennent des données qui leur sont transmises. S'il y a une entreprise qui leur transmet une donnée qui est erronée, automatiquement, dans le calcul qu'eux vont en faire, ça va affecter négativement la cote de crédit des individus. C'est pour ça que chez Desjardins, on a mis en place la protection Desjardins qui offre entre autres l'accompagnement pour faire corriger ces erreurs à ces dossiers de crédit, que ça soit une erreur sur une adresse, sur une date de naissance, sur un prêt, un engagement qui a été fait, ou alors, dans le cas comme tu as vécu, pour un vol d'identité. On dit accompagner. Ça ne veut pas dire qu'on va faire les démarches à la place des personnes, mais on va les accompagner dans les démarches jusqu'à ce que le dossier soit nettoyé et remis en état comme il devrait l'être. Bon, question un peu rhétorique, Jean-Benoît, puis je veux pas te mettre mal à l'aise, mais disons, Desjardins a des millions de membres clients au Québec. Qu'est-ce qui empêche une institution comme Desjardins de lancer son propre service pour concilier des données sur moi et tous mes compatriotes? Mettons, est-ce que c'est compliqué de faire un truc comme ça? Pourquoi il n'y a pas plus de concurrence? Pourquoi toi et moi, on se lance pas une start-up de bureau de crédit ensemble? C'est quoi les obstacles que tu vois à faire ça, par exemple? C'est surtout qu'il faut un écosystème dans lequel tout le monde va aller ensemble, va compiler ces informations-là. Donc oui, il y a deux grands joueurs au Canada, Equifax, TransUnion, c'est eux qui font ce genre de service-là, donc ils vont vraiment compiler les données qu'ils reçoivent. Pourquoi il n'y en a pas d'autres, je ne sais pas. Francis, si tu veux te partir d'une compagnie, peut-être il y a un filon là pour toi. Mais, je vais écrire à Guy Cormier, je vais lui proposer qu'on fasse ça ensemble, lui et moi. Là. Penses-tu qu'il va être réceptif? Mais nous, Desjardins, on accompagne les personnes qui vivent des difficultés dans leur dossier de crédit à une équipe composée d'avocats spécialisés, d'accompagnateurs qui, comme je le disais, vont aider dans les démarches pour s'assurer que les dossiers de crédit reflètent la réalité des consommateurs, finalement. C'était ma prochaine question. Donc, comme je le racontais en introduction, depuis que j'ai fait paraître le texte, il y a une collègue à toi, Jean-Benoît, qui m'a contacté de chez Desjardins. Je suis, full disclosure, le membre client chez Desjardins depuis très longtemps. Et donc, cette collègue m'a proposé cet accompagnement. Donc, vous appelez ça protection Desjardins, si je comprends bien. J'aimerais un petit peu que tu m'en dises davantage. D'où ça vient, depuis quand est-ce que ça existe, comment est-ce que ça fonctionne exactement, recourir à ces services-là? Ça existe depuis 2019. C'est une protection globale qui donne plusieurs avantages. Évidemment, la protection des actifs dans les comptes, mais surtout un accompagnement en cas de vol d'identité ou d'erreur dans les dossiers de crédit. Chez Desjardins, on a une équipe d'environ 70 personnes, avocats spécialisés en restauration d'identité, des accompagnateurs. Quand quelqu'un constate une erreur ou qu'elle a été victime d'un vol d'identité, il lui suffit d'appeler chez Desjardins au 1-800-CAISSE. Les équipes font un premier tri, voir si oui, effectivement, ce sont des erreurs ou non, et font les démarches, l'accompagnement avec la personne, regardent avec elle le dossier de crédit, quelles sont les erreurs, auprès de qui, et aident à la restauration du dossier de crédit. Que ce soit des contacts avec les agences de notation Equifax, TransUnion, ou même un accompagnement auprès des créanciers qui auraient inscrit une mauvaise information au dossier de crédit. Encore une fois, on ne fera pas les démarches à la place de la personne, il faut qu'elle s'investisse dans le processus, mais on va l'accompagner et parfois même on va être au téléphone avec elle, en conférence téléphonique, pour s'assurer que la demande soit prise en compte et soit corrigée.
Si je peux témoigner, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Là. Donc, j'ai eu une collègue là, de ce service protection qui m'a appelé et qui, avec moi, sur la ligne, a appelé chez Equifax, a appelé chez TransUnion et qui posait des questions un peu, évidemment, j'avais autorisé, là, mais qui posait des questions à mon sujet ou ce qui concernait des informations. Donc, c'était très bien. Est-ce que c'est réservé pour les journalistes de Cube Radio ou est-ce que tout le monde, n'importe quel membre, n'importe quel client de Desjardins peut se prémunir de ce service-là? Tous les membres, tous les clients de Desjardins peuvent utiliser le service. Et chez Desjardins, les utilisateurs d'Accéder peuvent aller dans Accéder, dans l'onglet Mon dossier de crédit, et ils ont accès à leurs 2 dossiers de crédit gratuitement. Equifax, TransUnion, ils peuvent aller le consulter, s'assurer que les informations sont les bonnes, valider que tout est en ordre, et s'il y a des erreurs, ils nous contactent et on va les accompagner. Très, très bien. Et puis, je termine peut-être en te demandant, là, vous avez créé ce service-là en 2019. Est-ce que vous observez comme une augmentation du nombre de requêtes, de la popularité de ce service-là? Est-ce que c'est en hausse? Est-ce que c'est en baisse? Est-ce que c'est plutôt plat? Comment tu vois, si tu avais à me faire en deux mots, là, le panorama de la protection québécoise, à quoi ça ressemble? Bon an, mal an, l'équipe va accompagner quelques milliers de personnes. On se souvient, chez Desjardins, on a quand même 7,5 millions de membres et qu'on en accompagne quelques milliers tous les ans. C'est pas énorme proportionnellement au nombre de membres et de clients qu'on a. Mais le service existe. Les gens peuvent l'utiliser. Les détails sont sur le site internet de Desjardins, /protection Desjardins. Toutes les informations sont là. Allez consulter vos dossiers de crédit. Souvent, c'est aussi comme ça qu'on va s'apercevoir d'erreurs. Peut-être que votre code de crédit est à la baisse ou à des incidences négatives sans que vous le sachiez. Il faut aller consulter ces dossiers de crédit. Vous n'êtes pas membre, vous n'êtes pas client de Desjardins, vous avez quand même accès à vos dossiers de crédit. En contactant Equifax, TransUnion, ils vont vous y donner accès. Jean-Benoît Turcotte, tu es un très bon porte-parole pour Desjardins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission. Puis je n'hésiterai pas à te réinviter sur d'autres sujets similaires dans les prochains mois. Ça me fera plaisir. Merci de l'invitation. À bientôt. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être remarqué que sur plein de plateformes numériques notamment, mais aussi dans la vraie vie chez Air Canada, chez les transporteurs aériens, les compagnies de télécom, les institutions financières, on a de la misère à être bien servi, puis on dirait que le service à la clientèle est pire qu'il était avant, ce qui est un peu contradictoire avec la notion de progrès. Là. J'ai l'impression, moi, dans la vie, que les choses s'améliorent, on travaille, on innove, on améliore les choses. Et donc, c'est intéressant, puis j'ai lu un article qui a été publié par l'auteur canadien Cory Doctorow, et il dit qu'en fait, c'est un phénomène qui est plus répandu qu'on le pense et que c'est même une stratégie corporative volontaire. Il appelle ça, et j'adore l'expression, N-shitification, la merdification du service à la clientèle. Et il dit que c'est un peu incontournable, en fait, dans tout ce qui touche l'évolution du web et des services en ligne. Ce que dit Doctorow, en fait, c'est que c'est typique des entreprises qu'on a vues, là, Facebook, Twitter, Pinterest ou LinkedIn, etc., qui sont nées là, au tournant des années 2000 jusqu'à 2010 et qui, pendant des années, ont perdu des milliards de dollars. Pourquoi? Pour nous convaincre de rester ou de devenir utilisateurs. Donc, essentiellement, ils utilisaient de l'argent de capital de risque, ils perdaient énormément d'argent pour nous convaincre de se joindre à leur plateforme. Et aujourd'hui, qu'on est semi-captif de ces endroits-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent les règles du jeu, ils abaissent les standards de qualité et ils font de nos expériences des expériences n-shitified, donc merdifiées essentiellement. Donc, ce que dit Doctorow, évidemment, c'est une critique de la cupidité corporative, mais ce qui met en lumière un petit peu la durabilité des modèles économiques numériques et non numériques. Pendant combien de temps est-ce qu'on va tolérer d'avoir peu ou pas de recours face à ces entreprises-là? Évidemment, des entreprises qui, en plus, font des profits là, toujours grandissants. Donc, c'est quand même un concept qui nous pousse à envisager des alternatives, que ce soit des alternatives faites locales ou des entreprises de concurrence. Évidemment, comme toujours, vous me connaissez, milite en faveur de plus de concurrence au Canada, de donner plus de dents au bureau de la concurrence, que ce soit dans le domaine des télécoms, de l'épicerie, du voyage aérien, des services financiers. Bref, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais l'N-shitification, retenez ça les amis, c'est pas la dernière fois que vous en entendez parler. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.